Le face-à-face. Tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité Nicolas Grégoire, ancien membre du parti Force démocrate et auteur de ce livre qui est auto-édité mais disponible sur Amazon, Pas avant le deuxième tour. Alors je vous préviens tout de suite, Pas avant le deuxième tour n'est pas un bouquin érotique. Pas du tout. Ce n'est pas une demande à mariage, on dira pas avant mon deuxième tour de force. Non, non. C'est un témoignage passionnant, évidemment partial, évidemment engagé. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt, parce que c'est à raconter de l'intérieur. Nicolas Grégoire est avec nous. Je voudrais d'abord que vous racontiez, Nicolas Grégoire, qu'on soit très technique là-dessus. Vous avez été engagé comme assistant parlementaire, ou d'abord vous êtes entré, donc je rappelle, c'était quelle année ? 1996. Alors, 1996, donc il y a 23 ans, maintenant, vous êtes entré à la Force démocrate, qui était le mouvement à l'époque de François Bayrou et de Marielle de Sarnez. Bien. Vous êtes entré, vous avez occupé des fonctions, et à un moment donné, on vous a dirigé vers le fait de devenir assistant parlementaire d'Ambroise Guénec, le député Ambroise Guénec. C'est bien ça ? Oui, et de Jean-Jacques Hyest. Et de Jean-Jacques Hyest, exactement. Et puis là, vous avez commencé à découvrir des pratiques un peu, non pas spéciales, mais enfin des pratiques apparemment très courantes, parce qu'il n'y a pas que là. Mais racontez-nous ce que vous avez découvert, ou en tout cas ce que vous avez vécu. Alors c'est un peu large comme question, mais effectivement, j'ai intégré Force démocrate, le parti d'un jeune politicien ambitieux, François Bayrou. Et tout de suite, on m'a embauché en tant qu'assistant parlementaire. Alors que... Ah, tout de suite Tout de suite, immédiatement. D'accord. Donc, on m'a convoqué, on va dire, quasiment immédiatement après mon arrivée dans les locaux, oui, en me disant, vous allez être payé par des parlementaires, tout cela est parfaitement légal, mais par contre, si on vous en parle, vous ne le dites pas, vous dites que vous êtes un militant. Alors attendez, vous étiez payé par le député ou par le parti ou par les deux ? J'ai été payé par un député et un sénateur et je n'ai jamais reçu 1 euro du parti. D'accord. Donc c'était moitié sénateur, c'est Jean-Jacques Hyest, c'est ça, voilà. Et moitié Ambroise Guénec, le député. Voilà, donc c'était plutôt 2 tiers Ambroise Guénec et 1 tiers Jean-Jacques Hyest. D'accord. Alors, et là, est-ce que la situation, bon, vous arrivez, vous êtes content, vous avez un boulot, puis la politique vous intéresse. Est-ce que on vous a dit c'est parfaitement légal ? Oui, tout à fait. Est-ce que ça l'est ? Absolument pas. C'est totalement illégal. C'est même précisé quand vous recevez votre contrat d'assistant parlementaire. Il y a un petit livret que je n'avais pas lu, que j'ai lu 20 ans plus tard. Dans ce petit livret, il est bien indiqué qu'on ne peut pas être payé pour travailler pour un parti politique. On ne peut pas faire de conflit d'intérêts. C'est écrit dedans. Donc non, c'est parfaitement illégal. Je pense que quasiment tout le monde à l'époque, tous les gens qui travaillaient pour le parti, j'estime que quasiment tous étaient payés avec des emplois fictifs, donc de l'argent public détourné. Et personne ne se doutait, ne serait-ce qu'une seconde, que c'était illégal. Le peu de personnes qui savaient que c'était illégal se sont bien gardées de nous le dire. D'accord. Donc, vous faites des choses là-dedans, et vous racontez quand même dans votre livre, hein, vous commencez à travailler avec... et en fait, vous travaillez où ? Est-ce que vous étiez avec ce député, avec ce sénateur, ou vous étiez au siège du parti ? J'étais au siège du parti, et je n'ai jamais collaboré, si j'ai fait du secrétariat pendant 3 heures pour Ambroise Guénec. C'est tout ? C'est tout. Vous voulez dire tout le reste du temps, vous avez travaillé pour le parti ? J'ai travaillé intégralement pour le parti et pour François Bayrou. D'accord. Et donc, est payé par ce sénateur par ce député. Par vous, par le contribuable. D'accord. Et juste un mot là-dessus, on va continuer à parler de tout ça. Est-ce que vous, comme ça vous a étonné ? Pas du tout, en dehors même de la légalité. Parce que vous avez découvert quelque chose, vous en parlez dans votre livre et c'est intéressant, c'est les petits avantages entre amis, enfin, les contraventions, les HLM et autres. Racontez-nous. Eh bien, en fait, on l'apprend progressivement. Moi, j'ai monté en grade, en fait, assez rapidement. Je suis passé de petite main à, on va dire, moyenne main. Oui. Et au fur et à mesure que vous gagnez de l'influence, on vous explique, quand vous avez une contravention, que vous pouvez la faire sauter. C'est simple, vous dites au bureau, ah zut, j'ai chopé une prune, et on vous répond, mais c'est pas grave ça, appelle un tel. Et donc, vous appelez la personne qui travaille au cabinet noir de monsieur Goasguen, qui était à l'époque député maire du 16e à Paris,
Et vous Pourquoi l'appelez. cabinet noir, c'est un cabinet. Enfin, disons des amis. Bon, continuons. D'accord. C'est vrai, il n'y a pas de cabinet Non. noir, j'oubliais. Ça n'existe pas. Ça n'existe mais- pas. Donc, en fait, il vous facilitait la chose, quoi. Il suffit d'appeler quelqu'un qui est payé pour ça, c'est son rôle. Et vous l'appelez en lui disant j'ai eu une prune. Il vous répond écoutez, pas de problème, vous me l'envoyez. Et vous n'en entendez plus jamais parler. Et vous avez essayé et ça marchait très bien. Ça marche parfaitement bien. Ouais. D'autres choses aussi comme ça dans le même de la vie quotidienne. Enfin, Par exemple, les engueulades de voisinage. Une fois, je m'engueule un matin avec mon voisin parce que sa musique était trop forte. Il me répond qu'il ne baissera pas la musique, etc. Je lui dis bon, eh bien, d'accord, vous allez recevoir une lettre. Le type m'éclate de rire au nez. Qu'est-ce qu'il me raconte ? 15 jours après, il reçoit une lettre de la mairie de Paris lui disant vos nuisances sonores sont absolument inacceptables et si vous n'arrêtez pas à ce moment-là, nous allons demander à votre propriétaire de vous expulser. Ah ouais. Je me rappelle d'une phrase de Mel Brooks, It's good to be the king, c'est Voilà. bon d'être le roi, quoi. Exactement. C'est un peu ça. Il est très bon d'être au pouvoir et il y a très peu de problèmes, même à mon niveau, qui ne pouvaient pas être réglés avec 2 ou 3 coups de fil. Ouais. Et en fait, donc, combien de temps, là, ça a duré? Enfin, vous êtes resté... Un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Et vous avez, dans cette époque-là, vous avez rencontré François Bayrou, Marie de Sarnez, oui. Oui, bien sûr. D'accord. Je travaillais pour François Bayrou, Pour qui François était Bayrou. mon directeur de publication, puisque je travaillais pour le journal du parti. Oui. Et donc, Il s'appelait comment déjà? rappelez? Démocratie moderne. C'est ça. Et donc, François Bayrou était mon directeur de publication. Je le voyais très souvent, mais j'ai très peu interagi avec lui. Il venait me voir quand il y avait des coquilles dans le magazine Dans le pour se magazine. plaindre. Il était député à ce moment-là? Non, il Non. était ministre de l'Éducation. C'est ça, c'était vraiment le ministre, d'accord. D'accord. Et donc, vous avez vécu cela pendant 2 ans, et puis après, il s'est passé des choses, mais nous allons raconter tout cela tout de suite après cette pause. Et on est toujours avec l'invité d'André Berkoff, Nicolas Grégoire, qui nous présente son livre Pas avant le deuxième tour. C'est auto-édité, vous le retrouvez sur Amazon. À tout de suite sur Sud Radio avec André Berkoff. Oui, nous sommes toujours avec Nicolas Grégoire, un livre passionnant à lire, un livre polémique, un livre évidemment qui va faire bouger, réagir. D'ailleurs, les personnes dont on parle sont évidemment conviées à réagir sur Sud Radio quand ils veulent. On est une radio libre. Ah, ça s'appelle Pas avant le deuxième tour et c'est en vente sur Amazon. Vous pouvez le trouver, vous n'avez qu'à commander sur Amazon. Pas avant le deuxième tour. Nicolas Grégoire, vous nous avez expliqué là comment vous êtes rentré à Force démocrate, comment vous étiez payé par un sénateur et un député, vous étiez assistant parlementaire, mais en fait vous travaillez pour le journal de François Bayrou, pour le journal de Force démocrate et vous étiez au siège du parti. Une question d'abord, est-ce que, à votre avis, vous pouvez pas le savoir à l'époque, mais c'est vraiment une pratique courante, générale, droite et gauche et autres confondus, et centristes confondus? C'est une pratique généralisée qui se passe dans absolument tous les partis depuis très longtemps. Le truc, c'est qu'on n'en entend pas énormément parler. On en a entendu un peu plus parler depuis l'affaire Fillon. Ah oui, Mais ça fait beaucoup. c'est quelque chose de généralisé, d'universel en politique, dans tous les partis. Donc on emploie quelquefois sa femme, ou sa maîtresse, ou son fils, ou sa fille, ou des gens comme vous, etc. Enfin, c'est général, quoi. En fait, il y a 2 types, on va dire, d'emplois fictifs. Il y a l'emploi fictif où on se met directement l'argent dans la poche, ou dans la poche d'un proche, donc Fillon. Et il y a l'emploi fictif où on va détourner de l'argent public pour alimenter une ambition politique ou un travail qui n'a rien à voir avec le travail parlementaire. C'est ça, Et le travail du c'est, parti. Voilà, et ça c'est Bayrou, Le Pen et d'autres. Et d'autres, d'accord. Et est-ce que, à votre avis, ça continue? Je veux dire, ça n'a pas changé, rien n'a changé là-dessus? Rien ne change jamais malheureusement en politique. Ça continue. Ils sont un peu plus prudents maintenant. Par exemple, chez Bayrou, il y a des échanges d'emails, de courriers, demandant des nouvelles de travail en cours qui en fait n'existent pas, pour avoir des traces en cas d'enquête. Mais la pratique reste très exactement la même. Alors, il y a une conversation que vous avez, dont vous parlez dans votre livre, et dont vous avez le sonore. On va mettre une partie, parce que c'est une conversation téléphonique, on l'entend pas très bien, mais quand même c'est intéressant, avec un certain Jean-Christophe Lagarde, Nicolas Grégoire et Jean-Christophe Lagarde au téléphone, qui était quoi à l'époque de cette conversation, qui date de quand d'ailleurs?
Cette conversation date de juin 2017, donc 3 semaines avant que Bayrou démissionne, et Jean-Christophe Lagarde... Ah oui, Macron était président, voilà. et c'était avant que Bayrou démissionne. 3 semaines avant que donc juin Bayrou 2017. Démissionne. Voilà, oui. Exactement. Et Jean-Christophe Lagarde était député et président d'un petit parti centriste qui s'appelle l'UDI. L'UDI, absolument. Écoutez. Oui, Nicolas, bonjour, Jean-Christophe Lagarde. Oui, salut Jean-Christophe. Je suis ravi que tu t'intéresses à ce genre de sujet, puisqu'on nous donne des leçons de morale tous les matins. C'est sûr. Je disais en rigolant de toi à moi, je disais en rigolant à quelqu'un avant-hier, puisque je suis allé le voir hier matin, le ministre de la Justice, il consultait les partis, et putain, allait me faire donner une leçon de morale par quelqu'un dont je connais toute une turpitude, faut quand même pas exagérer. On sait comment ça a fonctionné, putain. Ouais. Là, c'est schizo, hein. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui, si tu prends Stéphane Pérou. Ouais. Il était assistant de Morillon. Il n'a jamais travaillé pour Morillon. Il était au siège sur le plateau. C'était institutionnalisé. Tu avais même des gens, quand il était candidat aux européennes, qui n'a jamais été mon cas, les 2 premiers de la liste, ils signaient un papier comme quoi ils donnaient au moins un assistant européen pour le siège. Et ça, c'était du temps de Force démocrate, puis du Modem. D'accord. Ils l'ont fait dès le départ. Je me demande si le RPR et si le PS n'étaient pas plus propres de ce point de vue-là, quoi. Et c'est pareil, les tripatouilleuses du siège. Les tripatouillages du siège. Alors, justement, on va expliquer un tout petit peu. Donc, Jean-Christophe, vous appelez Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde, d'ailleurs, qui est évidemment, s'il a envie de répondre et s'il a envie de se manifester, il est le bienvenu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, je suis allé le voir, il parle de François Bayrou, qui est ministre de l'Éducation nationale. De la Justice à l'époque. De la Justice, pardon, oui, effectivement. François Bayrou était en train de monter sa réforme sur la moralisation de la vie publique. Non, ne pas rire. Et alors, pourquoi, de quoi s'agit-il, en fait, sur ces conversations? On peut pas la donner. Rapidement, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une conversation en off, comme on en entend beaucoup quand on fait du journalisme politique. Et c'est donc une conversation qui cherche à guider un journaliste, en l'occurrence moi, vers la rédaction d'un article en lui donnant des éléments qui ne peuvent pas être retranscrits tel quel. C'est le off, ce qu'on appelle le off. Voilà. Oui. Malheureusement, moi, je suis un journaliste auquel on ne peut pas faire confiance. Je vois ça. Mais dites-moi, en fait, le personnel politique, et vous en avez côtoyé, vous en parlez dans votre livre longuement, on va pas citer tous les noms, les gens qui sont là. En fait, est-ce qu'il y en a quand même qui s'indignent ou tous sont plus ou moins complices? Vous parliez de ça hors micro pendant la pause. Vous disiez en fait, vous n'avez pas réalisé à quel point tout le monde, enfin beaucoup de gens se tenaient la main dans cette opération. Donc en fait, on dit très souvent, il ne faut pas dire que le tous pourri, c'est un terme interdit. On reprend des éléments de langage de l'extrême droite. Il ne faut surtout pas parler de tous pourris. Bon, il se trouve que il y a énormément... Et c'est vrai, il n'y a pas que des pourris. Faut pas charrier quand même. Ça dépend à quel point on se place. Il y a énormément de corruption dans le monde politique. Il y a ceux qui la font, qui sont des acteurs directs de cette corruption. Cette corruption est connue de tous dans le milieu politique. Et il y a ceux qui la voient et qui se taisent. Et ceux-là sont tout aussi coupables que ceux qui font la corruption. Je rappelle qu'il y a quand même une obligation en droit français et même au niveau moral de dénoncer un délit ou un crime. Or, personne ne le fait, ou alors très rarement et généralement pour dégommer un adversaire. Oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de journaux, Le Canard pour ne citer que lui ou d'autres quand même qui se font l'écho. Alors évidemment ça peut être des manœuvres comme vous dites pour dégommer un adversaire, mais moi ce qui me gêne dans ça c'est la généralisation. Alors parce que quand même tout homme politique, d'ailleurs comme tout entrepreneur ou n'importe qui, ils sont pas tous quand même corrompus. Ça dépend comment vous définissez la corruption. Si vous savez que si vous savez qu'un enfant est battu dans votre immeuble, vous l'entendez crier la nuit, est-ce que vous êtes coupable? Le droit français dit que vous êtes complice et que si donc vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, si vous ne le dénoncez pas, vous êtes, on va dire, quasiment aussi complice que la personne qui bat son enfant. Vous voulez dire que quand on est témoin d'un acte de corruption, il faut le dénoncer. D'autant plus quand on est un élu. Il y a vraiment une obligation morale de le faire. Un élu doit être exemplaire. Or, ils ne le sont bien évidemment pas.
Et alors, ça vous racontez, alors on n'a malheureusement pas le temps de raconter tout, mais je renvoie au livre, et encore une fois, je le recommande ce livre, parce que vous racontez aussi après, quand vous avez quitté, effectivement, quand ça s'est mal passé et qu'on vous a marginalisé, c'est le moins que l'on puisse dire, vous racontez tous vos démêlés avec les médias, on va en reparler avec les médias, avec des gens qui disent « oulala, non, parlez pas de ça, c'est pas intéressant », et je trouve tout à fait d'ailleurs significatif que aucun éditeur n'ait publié votre livre et qu'il a fallu que vous auto-éditiez. Et ça me rappelle effectivement, sans faire des comparaisons, quand certains écrivains français devaient aller à Genève ou à Amsterdam pour se faire éditer. On continue et on en parle avec nos auditeurs. On en parle avec vous. Vous nous écoutez sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Tiens, sur les emplois fictifs, si vous voulez revenir sur les autres sujets abordés dans l'émission, par exemple la procédure de destitution qui vise Donald Trump, ou alors la polémique en ce moment, tiens, sur le changement climatique et la lutte contre le changement climatique. 0826 300 300. Dans quelques secondes, c'est vous qui avez la parole. Vous intervenez, vous posez vos questions. André Berkoff, à tout de suite sur Sud Radio. Avec Nicolas Grégoire qui nous explique le système de l'intérieur. Eh bien, j'attends les auditeurs. Les Français parlent au français. Exactement, ils parlent au français. André Berkoff au 0826 300 300. C'est votre quart d'heure. Vous nous appelez dès maintenant, vous intervenez, vous prenez la parole dans l'émission Berkoff dans tous ses états. Tout de suite, nous retrouvons Michel qui veut revenir sur un sujet qu'on a abordé au début de l'émission, l'environnement. Bonjour Michel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Oui. Je voulais intervenir sur l'environnement, mais en fait c'est global. Nous prenons les matières premières en général en Afrique très souvent, Ouais. pour les exporter en Chine, pour les transformer, puis les renvoyer en Afrique ou en Europe ou dans les autres pays du monde. Et l'Afrique se meurt et puis on voit les petits Africains venir mourir en Méditerranée. C'est inadmissible. J'ai créé une association qu'on pourrait considérer comme ONG, qui s'appelle Demain l'Afrique, qui serait simplement d'influencer les politiques, qu'ils fassent voter aux Nations Unies une loi interdisant qu'il y ait le moindre gramme qui sorte du continent africain sans avoir eu valeur ajoutée sur le même continent. D'accord, Michel. C'est quoi le nom de votre association ? Demain l'Afrique. Demain l'Afrique. .org. Voilà. Oui. Écoutez, merci Michel. Demainlafrique.org, on le transmet à tous nos éditeurs et ce sera suivi en tout cas. Et tout ce qui se fait de ce point de vue-là est quelque chose que nous appuyons. En tout cas, merci à vous d'avoir appelé au 0826 300 300. On est toujours avec André Berkoff et son invité Nicolas Grégoire qui nous présente son livre Pas avant le deuxième tour. C'est auto-édité, vous le retrouvez sur Amazon. Ça parle notamment des emplois fictifs dans la politique. Les emplois fictifs, c'est un sujet sur lequel Elisabeth veut revenir au 0826 300 300. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour à tous. Je voulais effectivement revenir sur ce sujet parce que, en fait, à mon sens, c'est très personnel. Oui, allez-y. J'estime qu'il y a deux sortes de choses. Il y a l'emploi fictif de la personne députée qui va employer une personne de sa famille, mais cette personne-là ne travaillera pas. Ouais. Donc, il va mettre l'argent, pour sa famille. Donc, c'est un détournement. Pour moi, c'est un détournement d'argent public. Oui. Et puis d'autre part, il y a, à mon sens, il y a l'emploi d'une personne, par exemple au Parlement européen, mais ça peut très bien être aussi au Parlement, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, oui, au Sénat, d'une personne qui va être payée par nos impôts, puisque c'est le même fonds, si vous voulez, mais qui va travailler en même temps pour le parti et pour les dossiers. Donc à partir de là, moi, je trouve que je pense pas qu'on puisse appeler ça un emploi fictif, si vous voulez. Parce que ça va être comme une secrétaire. La secrétaire va aussi bien traiter les dossiers qui vont concerner... dossier du député que les dossiers du parti du député. Du parti, parce que de toute façon, c'est un tout. C'est-à-dire que ça n'est pas un employé, à mon sens, ou de l'Assemblée nationale ou de l'Union européenne. C'est un employé au service du parti, de la personne qui va défendre les Français. Donc à partir de là, cet employé-là peut très bien travailler pour le parti. Où est le problème? Oui, à oui, partir du moment où il ne va pas faire la cuisine ou garder les enfants du député. Enfin, je veux dire, voilà.
Pour moi, ça. Je comprends. Ça, vous ça dites n'est le pas député ou le parti, c'est un peu la même force. Enfin, c'est presque la même chose, quoi. Oui, il va pas faire autre chose de totalement différent. Il va travailler pour préserver les électeurs qui ont élu ce député. Que ce soit pour le parti, que ce soit pour distribuer des affiches, je ne sais pas, ou créer des blogs, des sites, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, l'objet est de défendre les électeurs qui ont donné leur voté confiance pour lui. À ce député. Alors Elisabeth, oui. Juste Nicolas Grégoire, c'est intéressant, enfin vous posez une question intéressante, parce que vous voyez, Nicolas Grégoire va vous répondre. Alors Nicolas, effectivement, ce que dit Elisabeth, elle dit oui d'accord, mais enfin le parti, le député représente le parti, ça travaille dans le même sens, alors pourquoi ça pose problème ? Alors déjà, Elisabeth, merci pour votre question. Vous dites que les hommes politiques défendent les Français. Je salue votre bel optimisme. Maintenant, au niveau des emplois fictifs. Un emploi fictif, c'est être payé pour un emploi que l'on ne fait pas. Donc, en l'occurrence, on est payé par le Parlement, on ne travaille pas par le Parlement. Votre logique, à mon sens, c'est de dire, imaginez que vous voliez quelque chose. Donc, vous volez quelque chose, vous pouvez vous le mettre dans la poche, vous achetez une Mercedes, vous pouvez le donner à votre grand-mère. Ça reste un vol. C'est aussi simple que ça. Un détournement, c'est un détournement. Donc c'est une pratique éminemment illégale et on vole l'argent des Français sans leur demander leur avis, en violant toutes les lois. Oui, mais attendez, Nicolas, quand même, vous dites on vole. C'est pas du vol. Enfin, si je veux pousser à fort je veux me faire, non pas l'avocat d'Elisabeth, mais en fait, quelque part, ce monsieur peut dire, et c'est valable d'ailleurs pour le Parti démocrate, pour l'autre, il dit, attendez, moi par exemple, je suis député, mettons, les Rassemblement national. Vous travaillez pour moi au Parlement européen et vous êtes là, mais en fait, vous travaillez au Rassemblement national. Est-ce que ce député a été élu sous l'étiquette Rassemblement national ? Sinon, il n'aurait peut-être pas été élu. Donc, est-ce qu'il y a vraiment du vol ? Évidemment. Alors, vous touchez le chômage, mais vous travaillez en même temps. Ah ben, je touche le chômage, mais je travaille. Donc, c'est pas vraiment du vol. Je touche le travail, mais je touche le chômage, mais je travaille pour mon oncle. Donc, pourquoi est-ce que vous allez m'embêter ? C'est exactement la même chose. On a rationalisé certains emplois fictifs en disant c'est un détournement, c'est vrai, mais il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais là n'est pas le problème. Un détournement reste un détournement. Les politiques doivent être exemplaires, ils ne peuvent pas violer la loi. Ils ont déjà des subsides, des subventions qui sont très importantes et qui sont justement proportionnelles au nombre d'élus et au nombre de députés. Donc la loi est très juste là-dessus. Ils la contournent, c'est répréhensible, ils doivent être punis. Et alors justement, vous me parlez de la séparation des pouvoirs, vous disiez la séparation des pouvoirs, quelque chose qui marche plutôt très mal en France. Alors, il y a des gens qui disent en France, on est en dictature, nous ne sommes pas une démocratie. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est plutôt en tyrannie. C'est-à-dire que on choisit d'avoir une personne qui a tous les pouvoirs. Donc, la Constitution française, la Ve République, il y a 3 pouvoirs, donc les juges, le Parlement, et puis le couple exécutif, donc le président et le Premier ministre. Le Premier ministre, oui. Donc le président ne peut pas dégommer le Premier ministre ne peut pas dégommer, donc dans la loi, pure et dure, dans la Constitution, le Premier ministre ne peut pas dégommer le président, le Parlement fait les lois, le président et le Premier ministre les appliquent, les juges regardent tout ça et voient si tout est légal et mettent en prison les gens qui ne respectent pas la loi. Or, ça, c'est l'idéal. C'est le tableau d'Épinal. Ouais. C'est la définition d'une société démocratique libre. Il faut absolument une séparation des pouvoirs. Or, on s'aperçoit qu'en France, ces pouvoirs-là sont tenus par une seule personne qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est le président de la République, qui est le chef du Parlement, le chef des juges et le chef du Premier ministre. Par exemple, prenons un exemple concret. Ouais. Le président ne peut pas virer le Premier ministre. Dans la Constitution, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand le Premier ministre est nommé? Avant de le nommer, il lui fait signer une lettre de démission non datée. Comme ça, il peut s'en débarrasser du jour au lendemain quand il veut. C'est profondément illégal. Personne ne le dit. Mais ça, c'est pas depuis Macron. C'est normal. C'est institutionnalisé depuis De Gaulle. Presque, pratiquement. Depuis De Gaulle,
Oui, ce qui est assez croquignolé, effectivement. Voilà, c'est la même chose quand Al Capone recrutait ses hommes de main, il leur faisait signer des contrats d'assurance vie. Donc comme ça, s'ils disparaissaient... La comparaison est intéressante, mon cher Nicolas. Ouais. Oui, bah non, oui. Mais ce sont des pratiques mafieuses. Pour revenir à ça, vous dites effectivement, il y a une personne, le président de la République, qui a tous les pouvoirs, puisque le judiciaire, une partie, le parquet, c'est vrai, dépend de sa carrière, du ministère de la Justice, donc du Premier ministre, donc du président de la République. Et vous pensez que cette concentration-là, elle se reflète en fait sur le monde politique, sur les députés, sur la base. C'est-à-dire que il n'y a pas l'économie de ruissellement, il y a un ruissellement de la corruption, des avantages plus ou moins acquis. En fait, c'est le système qui encourage la corruption. C'est ce système-là qui invite la corruption. Alors évidemment, quand on est président, il est quand même très difficile quand vous êtes procureur, vous avez quand même du mal à chercher des embêtements à la personne qui vous a nommé et qui peut vous virer du jour au lendemain. Quand vous êtes magistrat, pendant mon enquête, j'ai parlé à un très grand spécialiste de la justice et je lui disais, bon, ok, j'étais effaré par ce qu'il me disait. Et je lui disais, bon, alors, ok, je suis un nouveau magistrat, je viens d'arriver, j'ai un dossier de corruption politique qui arrive sur mon bureau, je veux le traiter honnêtement. Le type me répond, eh bien, écoutez, vous le faites, et puis, c'est pas dur, votre carrière s'arrête là. Votre carrière est terminée. Vous voulez qu'est-ce que vous faites comme choix de vacances? Vous voulez aller à Vesoul? Eh ben, ça tombe bien, vous allez aller à Vesoul pendant 10 ans. 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler. Tout de suite, on trouve Alexandre qui veut revenir aussi sur les emplois fictifs. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Je tiens à vous remercier pour vos émissions. Vous êtes vraiment la chaîne qui est la plus... J'écoute beaucoup RTL depuis des années le matin. Et depuis que je vous connais, j'ai basculé. Sur Sud Radio, donc. C'est très intéressant, tout ce que vous faites. Vraiment. Merci Alexandre, et merci. Ça nous touche beaucoup parce qu'on essaye justement d'amener du bon sens. Dites-moi alors, comment vous réagissez? Continuez. Merci. Oui. J'aurais tellement à dire. J'ai bientôt 60 ans. Je suis né à l'étranger. Je suis immigré moi-même. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans, fils d'immigré. Toute ma famille s'est très 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 bien insérée. Je suis espagnol d'origine. J'ai passé 30 ans en Suisse. Oui. Je suis commerçant. Gilet jaune depuis le premier jour. J'ai fermé ma boîte pendant 1 mois pour m'investir à 100% avec les gilets jaunes. J'ai parlé du RIC dès le départ, enfin du référendum à la Suisse. Oui, le référendum d'initiative citoyenne, absolument, qui est appliqué en Suisse et là, d'ailleurs. La dame qui vient d'intervenir a fait que j'ai pris mon téléphone. J'ai voté une seule fois dans ma vie, quand j'ai quitté la Suisse et que je suis revenu vivre en France, dans le sud-ouest, alors que je suis plutôt originaire d'Haute-Savoie. J'ai voté pour Bayrou. Parce que je n'ai jamais été ni de droite ni de gauche, mais du parti du bon sens, comme j'ai toujours dit. Et quand j'ai vu le peu de résultats, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont cons ces Français, je voterai plus jamais. C'est une question de mentalité, vous savez. La Suisse et la France, il y a une galaxie entre les deux pays. Alors quand, en plus, j'entends hier... parler à propos de... C'était quel sujet déjà? Non, c'était le parti... l'Espagne et l'Allemagne. On ne peut pas comparer les systèmes et la mentalité, la mentalité des Espagnols, des Allemands et des Français. Encore moins des Français. Ça n'a strictement rien à voir. Et vous n'avez plus envie de voter? Vous n'avez plus voté, vous, Alexandre? Non, écoutez, j'avais 17 ans, je crois, 17 ou 18 ans, dans les années 80, par là, un peu avant, 80, où j'ai entendu Simone Veil à la télévision. Je ne m'étais jamais intéressé à la politique, je tombe sur une émission où je l'entends dire qu'il faut un système, une droite forte et une gauche forte en France pour qu'il y ait une opposition réelle. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ils sont cons, quoi. Ça ne peut pas fonctionner. Quand c'est basé sur l'opposition, sur le conflit, et
il n'y a qu'à écouter certaines émissions. C'est la foire d'Empoigne. D'Empoigne, non, je sais. Ça ne peut pas fonctionner un système basé comme ça. Et si en plus on change de président toutes les X années, tous les 5 ans actuellement, c'est comme si on changeait le capitaine d'un bateau. Alexandre, tous les 5 jours. Beaucoup de choses à dire. Écoutez, on reviendra sur tout ça. Et effectivement, il y a un vrai problème. Juste un mot, je voudrais que Nicolas Grégoire ait le dernier mot en disant, au fond, vous croyez qu'on peut nettoyer les écuries de GIAS ou pas? Non. Je pense qu'il faut tout détruire et tout reconstruire. Pour moi, le seul moyen d'avoir une vie politique saine et sans corruption, c'est la démocratie directe. Je pense que... Le référendum ? La démocratie, par exemple, une démocratie à la Suisse, par exemple, ou tout simplement une vraie démocratie directe. On a aujourd'hui les moyens techniques, via Internet, des solutions sécurisées existent, de voter sur toutes les décisions et de laisser ensuite les techniciens les appliquer. Merci. Merci Nicolas Grégoire. Je rappelle la référence de votre livre, Pas avant le deuxième tour. C'est auto-édité, on peut se le procurer sur Amazon. André Berkoff revient demain à midi dans tous ses états sur Sud Radio. Merci à vous tous de nous avoir appelés au 0826 300 300. Nous poursuivons notre journée à l'écoute de Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Jacques Pessis reçoit Florence Pernel, la navigatrice. La comédienne, pardonnez-moi. Excellente journée à vous tous sur Sud Radio. Merci à vous. Sud Radio.